Ça y est, les amis, on reprend le podcast. Je suis le podcasteur le moins assidu de France, vous le savez. Pourtant, j'ai acheté un casque de gamer. Tom m'a fait remarquer que je ressemble à un gamer. J'ai jamais joué aux jeux vidéo de ma vie. C'est pour pouvoir faire des podcasts partout. Est-ce que je fais des podcasts partout? Pas du tout. Je fais des podcasts nulle part. En plus, pour ceux qui verront sur YouTube, j'ai maintenant le studio de podcast qui est en train de se monter. Donc, il n'y a pas encore le décor, mais il y a déjà les micros, il y a déjà tout ça. Donc, c'est-à-dire que même à la maison, j'aurai un setup de dingue. Donc, je n'ai plus d'excuses. Donc, je refais une fois de plus un engagement public. Je dois produire des podcasts, c'est trop important. Et en plus, quand je le fais pas, je me fais engueuler. Donc voilà, Tom, ça me fait super plaisir de te recevoir. Ce podcast, on a mis combien 2 mois avant d'arriver à le faire parce que je te l'ai annulé trop de fois. Coca, là, je me suis cassé une côte hier, donc j'ai failli te Ah dire, merde. voilà. Mais tu vois, au moins on y arrive. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Comment ça va? Bah, écoute, ça va, merci beaucoup et effectivement, je te rejoins, les podcasts sont super importants. Moi, c'est effectivement, pour la petite anecdote, en écoutant des choses chez les autres que j'apprends le plus et c'est ce qui a permis aussi, je pense, de nous connecter par réseaux, différents et tout ça, donc c'est cool, d'être là aujourd'hui, sachant que c'est, pas forcément ma tasse de thé, Pourquoi de t'aimes pas prendre la ça? parole. Moi, comme tu as dit, je suis profil, ingénieur, introverti, donc c'est toujours délicat, mais c'est un bon challenge pour moi et puis je sais qu'on va parler d'un sujet qui en commun, qui nous passionne et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Ouais, c'est ça. En fait, moi, au départ, c'était un exercice pour améliorer mon élocution au podcast. Parce que j'aimais pas entendre ma voix. Dès que je prenais un micro sur une scène ou dans une vidéo, même un réel, une story, c'était insupportable. Du coup, je me suis buté à faire des podcasts. Bon, maintenant, ça va mieux. Pourtant, je sais pas si mon élocution s'est améliorée, mais c'est juste ma capacité à ne pas me flageller qui s'est améliorée, je crois. Mmh. Et donc, ouais, non, c'est un format qui est cool. Et je trouve aussi que écouter les podcasts, c'est bien, mais les faire pour modéliser sa pensée, je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs de par les invités et en essayant de l'expliquer, d'expliquer mes apprentissages, d'expliquer tout ça. Ça a permis de vraiment bien le modéliser, quoi. C'est vraiment hyper important. Est-ce que tu es OK de te présenter, expliquer ce que tu fais dans la vie, dans ta vie pro, mais également aussi ta vie perso, parce que tu es papa aussi. Donc j'aime bien le mettre en avant parce qu'il faut faire des enfants, les Ouais. amis, hein, ça, c'est important. Faites des enfants, reproduisez-vous. Et toi, t'as relevé le défi. Qu'est-ce J'ai que tu fait fais 2 filles. professionnellement? C'est ça. Donc papa, 2 enfants, aujourd'hui, on va dire, j'ai l'étiquette de CMO, donc bras droit marketing et du coup, bah, j'aide les entrepreneurs, on va dire, avancés, parler stratégie, mettre en place de la stratégie marketing. Donc ça passe, tu vois, de la partie, acquisition jusqu'à la conversion dans des boîtes, du coup, infoprenariales principalement. Ils ont quelle taille, tes clients, quand ils rentrent dans ton accompagnement? Moi, c'est pas accompagnement, c'est Oui, en moi fait, qui dans ta rentre presta, quoi. directement chez eux. Ouais, ça va de, 500 à plus d'1 million. En fait, souvent, c'est le début et le début de croissance, ça va boum, ça va péter et après, il faut aller structurer parce que sinon ça devient un peu, n'importe quoi. Mais ouais, on va dire sur un niveau, ouais, intermédiaire, quoi. Avant cette phase-là, tes clients, ils ont une équipe en interne, ils font leur marketing eux-mêmes. Comment ils sont structurés dans la majorité des cas? Bah, dans la majorité des cas, ça diffère vraiment. Je sais pas si tu as déjà eu le cas, mais j'ai, la personne qui a fait tout son marketing tout seul, issu en fait de sa brand, Ouais, personal brand ouais. et du coup, c'était logique pour eux sur sa partie stratégique et marketing. Mais, arrive à un moment où, bah, ils arrivent plus à gérer tout seuls, ils ont besoin aussi d'un avis extérieur parce que, tu vois, ils ont je sais pas, ils ont tout pété les premières années. Et après ils ont du mal à du coup à garder cette croissance et du coup, bah, ils ont besoin de quelqu'un. Donc ça peut arriver où j'arrive, où je suis la seule personne du coup dans cette partie marketing et du coup, je vais faire et la stratégie et la partie opérationnelle et donc ça, je pense que ça pourrait être, pas mal de qu'on parle du vrai rôle de CMO et tu arrives, parfois, là souvent c'est le cas, maintenant, où j'arrive, où il y a déjà une équipe en place, donc il y a déjà un media buyer, il y a déjà, un copywriter qui va faire, soit, les mails ou soit, toute la partie, même avec les pubs et tout ça. Et donc j'arrive là plus en mode, mise en place de la stratégie, relever des chiffres. Là, les Mmh. chiffres, je pense qu'aussi on pourra en parler et après un peu de la tu sais, plus ou moins de la gestion de projet et de l'aide au quotidien sur, bah, voilà, ils ont fait tel, je sais pas, tel script d'ads, bah, je vais aller vérifier que ça colle bien avec, l'angle et cetera. Tu vois? Toujours Ouais, aller challenger un peu tout le monde. C'est un peu plutôt OK. ce rôle-là, quoi. Trop bien. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ce fantasme ou peut-être pas, évidemment, ma question, elle est déjà un petit peu orientée, mais que l'entrepreneur, l'infopreneur, c'est des en c'est on les infopreneurs sont des entrepreneurs quand même différents, on est d'accord? On n'est pas dans une industrie classique, il y a quand même des spécificités. Est-ce que tu penses que l'infopreneur peut complètement se
détacher de l'opérationnel, ce fameux fantasme, sortir de l'opérationnel, se désengager de son marketing et devenir en fait juste l'égérie de sa boîte? Est-ce que ça, tu penses que c'est possible? À très court terme, j'ai envie de te répondre non. J'ai déjà vécu en fait, si tu veux, où la personne, avait déjà un niveau avancé. Elle a voulu, s'écarter vraiment totalement de sa boîte infoprenariale pour faire d'autres projets. Et en fait, vu que jusqu'à présent, elle avait tout construit sur elle, sur sa personnalité à elle, sur le fait qu'elle soit visible au quotidien, au quotidien, au quotidien, bah, en fait, on s'est rendu compte que malgré toutes les actions marketing, qu'on pouvait mettre en place, mais du coup qui avaient moins en moins sa tête ou des choses un peu plus, hem, comment on va dire? Impersonnelles, et Mmh, ben, on a vu du coup une décroissance clairement de sa boîte et même, tu vois, au niveau de la prise de rendez-vous, au niveau du closing, du machin, parce que c'était vraiment quelqu'un qui faisait tout. Ouais, pour le coup, ça a pas été une bonne expérience. Non, je pense pas que ce soit impossible, mais disons qu'il faut y aller, je pense, étape par étape et je pense qu'il faut aussi avoir, bah, une vision qui soit claire sur véritablement est-ce que j'ai envie de construire, une entreprise sur moi-même, basée sur moi ou sur vraiment une véritable, identité de marque, tu vois? Et mmh. c'est un truc sur lequel nous, on est en train de travailler avec un autre client où, dès le début, lui, il voulait pas que son nom soit associé du coup à sa boîte et on travaille vraiment sur, l'identité de la marque en elle-même et on crée un marketing autour de ça et pas autour de lui. Donc c'est plus de l'infoprenariat en fait, au final? C'est l'infoprenariat, ça Ouais, reste quand même des métiers d'influence? c'est ça. Alors, forcément, quand il est là, ça a un énorme coup de boost. Quand il sur certaines actions, on va forcément le mettre en avant parce qu'on sait que ça va plus vendre, ou il y aura beaucoup plus d'impact. Mais, ouais, ça reste quand même un énorme levier et c'est aussi pour ça que, on peut voir aussi des grosses différences de croissance ou de développement de boîte dans différentes niches, tu vois? Selon Mmh. si la personne elle est vraiment active ou pas, quoi. Ouais. Moi, tu vois, je vois le C'est truc, parce que toi ouais. c'est un peu perché, mais je pense que l'infopreneur qui a build une communauté, il capte des trucs que le consultant ou le CMO ou l'équipe ne capte pas. Pas parce qu'ils sont incompétents, mais juste parce qu'en fait, je sais pas pourquoi. C'est un peu énergétique, je pense. Il y a un truc comme ça. Ils captent des trucs. Mmh. Tu vois, moi, je suis très pote avec Chloé Bloom et Béranger, du coup, son associé. Béranger, giga bourrin d'opérations. Il connaît absolument tout ce qu'il faut faire, etc. Chloé, elle est vraiment détachée de ça. Mais par contre, elle lui envoie des vocaux et pour le coup, pour connaître les deux, partir en vacances avec Béranger et tout, c'est vraiment mon pote. Parfois, je vois, il y a Chloé qui lui envoie un message par vocal en disant, bon, écoute, je viens de capter un truc, il faut qu'on parte là-dedans. Et lui, il est là, il se dit, waouh, qu'est-ce qu'elle me dit? Et en fait, au départ, il dit, bon, ça va me foutre le bordel dans mon planning, ça me fout le bordel Mmh. dans mon Notion, je dois tout rebouger, les équipes, elles vont péter un plomb. Mais si elle a capté un truc, c'est que elle a pas capté pour rien, tu vois. Et je trouve ça trop stylé. C'est-à-dire que la nana met pas les mains dans le truc, mais vu qu'elle communique en continu avec sa communauté, elle inspire, elle a vraiment ce côté influenceuse, hein. Pour le coup, elle, c'est une vraie influenceuse. Et elle capte des trucs et l'équipe tourne autour de ça. Et ça, je trouve ça magnifique. Mmh. Elle est Je hyper suis engagée tot sans être opérationnelle. Ouais, mais je suis totalement, d'accord avec toi. Il faut arriver à garder ce lien avec, justement la communauté, parce qu'une fois que tu as mis du temps à la construire, donc c'est bête que du jour au lendemain, tu arrêtes de discuter ou d'échanger parce qu'en fait, tu captes tellement de choses et le marché évolue, les gens aussi évoluent et du coup, bah, les niveaux de conscience sont différents et du coup, si tu arrêtes vraiment de couper le contact, bah, c'est là où justement, ta boîte, elle peut, stagner ou dégraisser, quoi, enfin Mmh. décroître. Ouais, carrément. Et du coup, le rôle du CMO pour toi, c'est comment tu le définirais? C'est quoi, qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce que toi tu délivres vraiment, tu vois? Parce que souvent, ce qu'on achète, c'est pas exactement ce qu'on nous vend et ce qu'on vend, c'est pas exactement ce que les autres nous achètent, tu vois? Donc, tu vois le truc comment toi? Ouais, c'est marrant. Si on avait été dans mon bureau, il y a exactement, cette phrase qui est dans un de mes, qui est OK. vraiment, scotché derrière moi. C'est exactement ça. En fait, pourquoi tout à l'heure, en introduction, j'ai dit: «Je me suis mis l'étiquette de CMO», c'est parce que c'est clairement ce que les gens attendaient, ce mot, enfin cet intitulé. Ça parlait beaucoup aux gens et l'idée, c'était quoi? Dans l'inconscient, je pense collectif, c'est quelqu'un qui était plus forcément spécialisé dans le marketing, mais qui avait une appétence un petit peu dans tout, de manière globale, une approche plus globale. Et pour être totalement, transparent, quand j'ai pris ce virage parce que je suis passé du coup de copywriter vraiment à, CMO, hem, ça effectivement, ça a tout changé, mais je me suis fait aussi avoir dans le sens où je suis tombé sur certains clients ou certains prospects qui attendaient de moi, en fait, que je fasse 4 métiers à la fois. Mmh. C'est-à-dire le métier de copywriter, le métier de média buyer, le métier de tunnel de vente, et cetera, et cetera. Et du coup, au début, bah, tu acceptes ou tu te dis: «Ça va t'engranger de l'expérience», donc tu dis oui et en fait, tu te retrouves à
gérer toute une boîte de A à Z, sur la partie, marketing et on se rend pas compte du temps que ça demande de tout gérer, tu vois? Et donc moi, à la base, je m'étais dit: «Vas-y, c'est cool et tout, je vais mettre la main dans le cambouis, ça va être exceptionnel, je vais apprendre de ouf». Ça a été le cas, mais en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit: «Mais en fait, je fais du marketing, opérationnel, mais plus du tout de la stratégie». Et en fait, ma prise de conscience, elle est venue petit à petit, en fait, à force de du coup de, bah, des relations, des discussions comme aujourd'hui qu'on peut avoir où je me suis rendu compte qu'en fait, en fait, le taf que je fais, OK, ça demande une compétence, mais en vrai, peut très bien être totalement délégué. Où est ma valeur ajoutée? Où est-ce que je suis bon? Et c'était plus du coup dans la partie réflexion, analyse de chiffres, compréhension du marché. Du coup, à partir de ces données, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Vers quelle Mmh. direction on va aller et pourquoi? Tu vois? C'est là où je me suis un petit peu plus recentré. Je me suis dit j'avais cet ego de me dire: «Ah ouais, mais c'est moi qui écris les mails et c'est les mails qui vendent, machin». Et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, non, il faut que tu ailles à un niveau un peu plus élevé, sortir plus ou moins la tête de l'opérationnel et justement être, la personne qui va dicter finalement en collaboration toujours avec le CEO parce que j'ai je sais pas ce que toi t'en penses, mais ça reste le CEO, le maître de sa boîte, donc même s'il attend quelque chose de la part d'un marketeur, c'est lui qui prendra la décision finale. Ouais. Mais ouais, c'est là où je me suis dit vraiment il faut que je sois, plus, «expert» entre guillemets là-dedans parce que c'est là où j'ai une vraie valeur ajoutée. Ouais, je suis 100 d'accord. Tu vois, s'il y avait 2 compétences, si admettons je devais l'écrire, pour moi c'est data analyst, copywriter. Pour moi, c'est les 2 skills du CMO et le troisième truc qui est un petit peu plus alambiqué, c'est, coach de dirigeant. Parce qu'il faut Ouais. aussi amener la transition à ton entrepreneur, celui que tu accompagnes, à ton client, enfin à ton partenaire. Et je suis 100 d'accord, c'est avec la data, c'est OK, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Et du coup, avec le copy, OK, vers quelle nouvelle grande ID big ID on y va, tu vois? Donc il y a ce côté-là, c'est le côté implémentation. Parce qu'un mec qui fait du bon copywriting, il va pouvoir faire de bonnes VSL, il va pouvoir faire de bonnes ads, il va pouvoir aussi mettre en place une ligne édito pour du podcast, pour des contenus d'autorité, et cetera, et cetera. Et tout ça, si c'est pas backé par de la data, bah, c'est un petit peu Madame Irma, quoi. Donc après, je sais pas si c'est Ouais. mon profil ingé qui amène ça comme ça, mais les skills pour moi, c'est ça, quoi. Oui, je suis plutôt, d'accord avec toi. Il y a eu plein de cas où en fait des gens, fonctionnent aussi au début parce qu'ils ont créé cette fameuse communauté, ce noyau dur. J'appelle ça moi toujours le premier cercle. Mmh. Souvent on vient me voir parce qu'ils me disent: «Ouais, j'ai vendu, de telle façon, ça a super bien marché, maintenant ça marche plus». Bah oui, tu as déjà vendu à ton premier et ton deuxième cercle, donc des gens qui étaient fans de Ouais, toi. Bah, tu peux plus employer la même stratégie ou les mêmes moyens pour des gens qui, un niveau de conscience et confiance du coup qui est totalement inférieur. Et c'est ouais. là où c'est, je trouve c'est là où la partie marketing et stratégie marketing rentre en compte. C'est là où je me dis: «Tiens, comment je vais arriver à aller capter ce qu'ils veulent?» Et souvent, bah, ça passe par ce qu'on a dit tout à l'heure, la compréhension du coup Mmh. de la communauté, du client cible. En office hour dans le mastermind, parfois ça arrive souvent, hein, j'ai des clients qui viennent pour rendre compte d'une campagne on a mis ça en place, ça s'est super bien passé ou alors on a fait notre meilleur chiffre le mois dernier, et cetera. Et moi je ne m'enjaille pas de suite. Je suis toujours là. Ma première question c'est: «OK, comment on peut le répéter?» Parce que Mmh. si on a juste pressé notre citron et c'était un coup d'un soir, c'est pas ouf, tu vois? Genre, c'est cool, on a rentré un peu d'oseille, c'est bien, mais si on peut pas le répéter, je sais qu'après on va avoir une redescente. Ah, on a sécrété à fond l'hormone du plaisir, on va avoir une redescente comme un lendemain de cuite, tu vois? Où tu dis: «OK, mais en fait, ça ne marche plus». Donc Mmh. c'est comment on peut capitaliser aussi sur ces événements politiques pour évidemment éviter justement de presser nos citrons et de plus avoir de jus, et cetera. Donc non, ouais, je partage à 1000. Tu donnerais quoi toi comme conseil à ces personnes-là qui te disent, «Ouais, j'ai fait un lancement», souvent Bah, c'est des pics de lancement, ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est déjà, comprendre le renouvellement de l'audience, si ça fonctionne. OK, à quelle vitesse se renouvelle l'audience pour essayer d'avoir en prédiction les futurs résultats. Et ensuite, toujours que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, avoir un vrai process, ce que j'appelle le post-mortem. C'est on a mis une action en place, OK, on la débrief. Et c'est pour le coup, c'est comme à l'armée. À l'armée, tu rentres de mission, tu rentres d'OPEX. Premier truc que tu fais, c'est OK, tu bois un coup, tu te fais soigner et ensuite après, boum, débriefing. Débriefing à chaud, puis Mmh. débriefing à froid. Si les mecs de l'armée le font, avec le niveau, enfin l'importance de leur boulot, j on peut le faire aussi, tu vois? C'est pas du temps perdu. Donc c'est vraiment ça, avoir du C'est post-mortem. chiant à faire, mais on apprend, tellement de choses. C'est giga relou. Là, tu vois, on est lundi. La semaine dernière, j'étais en vacances et la semaine d'avant, il y avait le mastermind. Bah, là, je suis aujourd'hui censé faire le post-mortem de ma rencontre. OK, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'on va amplifier. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'on va soit itérer, soit abandonner.
Bah, j'ai pas envie de le faire, tu vois? J'ai pas envie de le faire, je suis dans un nouveau cycle, en plus nouveau début de nouveau trimestre. Voilà, j'ai envie de passer mais non, je suis obligé de le faire et c'est pour ça que je te le disais en quand on a avant l'enregistrement, quand on commence à discuter, c'est pour ça que ça fait plusieurs fois que je me dis dans le mastermind: «C'est la meilleure rencontre ever». Mais ça fait genre 5 ou 6 fois que je le dis. Parce qu'en fait, c'est le cas. C'est que, bah, c'est on s'améliore en continu. Même c'était la 13e ou 14e rencontre, et on continue à le faire et c'est chiant comme la pluie, mais c'est trop important. Réécouter les podcasts, c'est insupportable, mais si on le fait pas, c'est pas possible. Ce qu'on appelle en pédagogie la pratique délibérée. Tu mets de la conscience sur quelque chose, tu l'observes et tu le débriefes. Enfin moi j'ai appris ça quand je faisais du rugby. Bah, si tu admettons tu t'entraînes à faire la passe à gauche, tu te mets dans une zone un petit peu de difficulté, donc c'est-à-dire que tu vas faire la passe dans certaines conditions qui sont un petit peu contre nature pour toi et ensuite après, bah, tu mets de la conscience là-dessus et tu fais du débriefing et donc il faut être coachable et puis il faut accepter de pas fermer de suite le dossier, juste après la mission. Toi tu t'y prends Ouais, comment avec tes entrepreneurs? j'allais te retourner la question, mais ouais, bah, je je pense que j'ai de la chance, en tout cas avec les personnes que j'ai actuellement, c'est qu'ils ont quand même un niveau de conscience assez élevé et ils savent que c'est important. Donc il y a pas de friction en tout cas par rapport à ça. Ils savent qu'ils doivent dès qu'il y a une opération marketing ou autre, on sait déjà ce qu'on va aller récupérer comme data et on essaie justement, voilà, de le faire le plus vite possible pour, comme tu l'as dit, parce qu'on sait que c'est chiant. Après, on va passer à une autre OP où il y aura d'autres choses, qui seront entre guillemets «plus urgentes» et plus importantes. On essaye, ouais, de le faire, ouais, on essaie de se mettre des deadlines, c'est pas toujours évident, mais 7 à 10 jours Mmh. pour se dire: «Allez, c'est fait, c'est ancré, on sait ce qui a bien marché, ce qui n'a pas fonctionné». Bah, pour le prochain, on pourra, justement revenir sur ce qui a été fait avant de lancer, toi, une nouvelle opération marketing, par exemple. Mais et et c'est et pas évident. et toi, comment tu gères tu sais, l'apport de nouvelles stratégies, l'apport de nouveautés de manière générale dans le marketing? Par exemple, un budget de testing sur 100, que tu dépenses sur Meta, combien concerne le test? Combien concerne les trucs qui scale et où tu as déjà des preuves? Pareil pour, les événements de conversion. Admettons, tu es en je sais pas, un modèle evergreen. Est-ce que tu testes d'autres choses? C'est quoi ta proportion de nouveautés versus, capitalisation des enseignements du passé? Moi, je suis un peu, loi de Pareto, donc 20-80, tu vois? J'essaie toujours d'avoir, un peu de tests en continu, en allant tester des choses, parfois qui sont carrément à l'opposé de, tu vois, de l'infoprenariat ou des choses comme ça en termes, tu vois, de créative ou de Mmh. format et tout, où je me dis: «Vas-y, je vais tester des trucs, on sait jamais» et parfois dans ce petit «on sait jamais», bah, il y a un truc qui va fonctionner et on va aller creuser dedans. Bah, je pars du principe que quand il y a un truc qui fonctionne, j'évite d'y toucher, donc c'est pour ça que je parle souvent de 20-80. S'il y a 80 enfin, s'il y a 20 qui me rapportent 80 des choses, je vais rester là-dessus. Après, ça va vraiment, je pense, varier des différents clients, des niveaux de budget aussi différents, où on aura, bah, beaucoup plus de capacité parfois à aller, tester des nouvelles choses. Après, voilà, ça dépendra aussi de la team, les contraintes, on va dire, extérieures. C'est pour ça que je parle souvent d'espèce de caméléon où tu dois t'adapter, en fait, à chaque, environnement. Tu peux jamais vraiment reproduire à 100 ce que tu fais avec un client. Mais par contre, le feedback, terrain m'aide, vachement Ouais. justement à aller, piocher un truc chez l'un pour aller tester chez l'autre, et voir si ça marche ou pas, quoi. Et comment tu gères, tu sais, là, quand on a commencé à parler de ce podcast il y a quelques mois, on voulait parler de la folie des challenges parce que là, en janvier, les gens sont déchaînés, il y a eu des millions d'euros dépensés toutes les semaines et cetera et c'est suite à des stories que j'avais mises qu'on a dit qu'on avait fait un podcast ensemble. Comment tu gères justement ces modes-là? Tu dois avoir tes entrepreneurs qui viennent te voir en disant: «Ah, en ce moment, la mode, c'est de faire des challenges de, 27 jours, d'affilée, sans dormir, sans boire et je sais pas quoi». Comment tu gères ce genre de truc? Ouais, tu manages comment ton client et comment tu intègres ça dans tes stratégies? Bah, moi, j'ai été dans les 2 cas, tu vois? J'ai été dans le cas à l'époque où, on l'a fait, ces challenges. Je te parle de ça, ça date un peu, c'était en, 2021-2022. C'était après, Musi, tu vois? Mmh. Après qu'il ait fait carton, donc on s'est dit: «Tiens, on va les tester un petit peu». Pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est, vraiment énergivore de fou, malade. En plus, on était vraiment pas beaucoup. On avait zéro data, donc en fait, on y allait vraiment au pif, tu vois? Et les premiers résultats ont été catastrophiques. C'est-à-dire que parfois tu mets beaucoup d'importance à, juste une masterclass. Bah, là, c'est 5 masterclass à la suite que tu Mmh. vas faire. Parce que nous, on faisait des événements sur 5 jours et tu te retrouves du coup avec une dégression des personnes et à la fin, tu te retrouves, tu te dis: «Putain, on est que, je sais pas, je sais plus exactement les chiffres, mais on est moins d'une vingtaine». Tu te dis: «Tu as travaillé dessus pendant, 3 semaines, voire un mois là-dessus».
pour tes 20 personnes derrière qui restent jusqu'au bout et du coup, si tu prends le pourcentage derrière de prise de rendez-vous, tu auras quasiment personne. Donc ouais, je trouve ça hyper lourd finalement pour pas beaucoup, tout en sachant que, bah, c'est pas forcément des personnes qui ont des gros budgets en marketing ou qui peuvent avoir du coup, une quantité de leads extraordinaire. Donc pour ça que depuis, on va dire, cette aventure-là, je suis assez, sceptique, hem prudent pour ça et une des premières questions que moi je vais venir challenger, tu vois, chez la personne, c'est déjà, est-ce que c'est écologique pour toi? Est-ce que tu as vraiment envie? Hem et après, comme je te dis, j'ai la chance d'avoir des personnes qui ont un niveau de conscience qui est quand même assez élevé, même si tu as c'est un petit peu ce syndrome de, tu sais, de l'objet brillant. Mine de rien, si tu leur apportes encore une fois de l'expérience, des feedbacks de terrain que tu as pu avoir, j'arrive facilement à leur dire: «Attention les gars, là tu as un système par exemple Evergreen qui fonctionne bien ou, sur lequel on pourrait justement mettre plus d'attention pour Mmh. aller, l'améliorer. Je pense que ce serait beaucoup plus écologique pour toi que de passer, 5 jours en live pendant, 4 heures, avec, une incertitude finalement et derrière tu mets 3 semaines à te reposer». Hem, je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Après ça veut pas dire qu'il y ait pas de résultats, je pense que ça dépend vraiment des niches et tout. Puis là si on reprend le cas de, je pense que c'était Yomi à l'époque, qui avait ou je ne sais plus qui avait dépensé des centaines de milliers, si ce n'est voire, Ouais, plus d'un Darwin million d'euros de aussi. pub. Ouais. Darwin, c'était énorme. Donc ouais, on n'est pas, tu vois, on joue pas dans la même cour et eux, Ouais. c'est plus du mass market de ouf donc ils savent qu'ils vont aller ratisser, un certain pourcentage alors que voilà, nous, on est plutôt sur des trucs vraiment, un peu plus au niveau de conscience plus élevé, tu vois? Et je pense que ça change du coup la stratégie et encore une fois, moi, j'essaie toujours d'évaluer le risque vs, tu vois, le résultat et je me dis: «Est-ce Mmh. que ça vaut vraiment le coup?» Ouais. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, je me dis: Non, finalement, il y a très peu de fois où ça vaut vraiment le coup». Ouais. Moi, j'ai remarqué, alors moi, je vis avec beaucoup d'intensité dans ma vie du quotidien, mais mon boulot, j'aime bien quand c'est stable, prédictible, et cetera. Mmh, Et j'ai des clients, c'est le contraire. Ils sont plutôt très chill dans leur vie de tous les jours, mais ils ont besoin de se mettre une pression, ça leur fait du bien, tu vois? De se mettre le feu et ça fonctionne. Mais ce que je remarque, c'est que sur le long terme, si, on regarde, si on lisse les résultats qu'ils vont faire 4 fois par an dans leur challenge versus les résultats que vont faire des mecs en evergreen, bah, donc du coup tous les jours, au final, on tombe à peu près pareil. Donc moi, je pense que maintenant, c'est plus des ou, c'est des et ce genre de stratégie. Je vois vraiment, evergreen tout au long de l'année et événements d'activation, donc événements avec du momentum sur la liste, avec un petit peu également d'acquisition, du lookalike, des trucs comme ça, qui vont être plutôt des événements, pour démontrer, en fait, que ça fonctionne. C'est-à-dire le mmh, mec s'est tapé la VSL. OK, il a compris qu'il fallait qu'il règle son problème. Il a compris que tu pouvais être éventuellement la bonne personne. Donc du coup, il continue à lire tes mails. Il a peut-être même pris un call. Donc il connaît ton offre. Il est vraiment aware, voilà, most aware. Et après, il prend un événement de conversion, il s'y pointe. Je pense qu'on n'a pas besoin d'y revenir avec nos gros sabots de marketeux. On fait de la démonstration. C'est voilà, je t'ai promis X, voilà comment Bernard a atteint ce truc-là. Boum. Est-ce que toi aussi tu veux le faire pareil? Ça fait déjà 3 mois que t'es dans le pipe, t'as toujours pas bougé. Tes 3 mois t'ont coûté tant. L'inaction de tes 3 mois t'ont coûté tant. Et voilà. Et en fait, je trouve que moi, je suis vachement plus à l'aise avec ce genre de message parce que c'est juste démontrer des choses. Et il y a ce côté momentum où on se fait kiffer, on se met un peu la pression et bon, c'est cool, ça nous rend vivants, mais on fait des ventes tous les jours. C'est juste qu'on le fait pas de la même manière. Et moi, j'aime bien le mix de ces deux trucs. Je sais pas toi comment tu vois cette stratégie-là? ouais. Bah, je te rejoins. En plus pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu, tu vois, introverti et dès que je fais beaucoup de trucs, je perds beaucoup en énergie et bah, du coup, c'est des trucs que j'essaye aussi d'appliquer chez les clients parce qu'au final, bah, plus ils me demandent de choses, plus je vais être fatigué donc j'essaie toujours de me dire quelle va être l'action qui va me rapporter le plus de résultats. Donc effectivement, l'Evergreen, ça permet d'avoir cette stabilité, cette prédictibilité. Et après, je l'ai vu aussi dans les masterclass. Tu vois, j'évite challenge, tout ce qui est trop lourd. En fait, ça me Mmh. saoule. Mais masterclass, ça va effectivement servir d'activateur, de te ramener, de la confiance pure, comme tu as dit, de démontrer. Et parfois, les gens ont juste besoin de ce petit truc, en plus du live qui va faire que, bah, ça va passer à l'action. Donc si on peut effectivement avoir cette, complémentarité, pourquoi pas, hein, effectivement. Et puis si la personne, elle est encore une fois, tu vois, ça dépend aussi des personnes, parce qu'il y a des gens qui, tu vois, à l'époque, c'est l'époque des webinaires à fond, sauf que j'avais déjà eu l'occasion d'accompagner pas mal de gens, sauf qu'ils sont très bons professeurs,
tu vois? Très bon pour l'explication et tout ça. Mmh. Mais après dès qu'il s'agit de passer, en mode, À la vente. vente, tu vois tout de suite le changement d'énergie, le bégaiement qui arrive et du coup qui perd son fil, qui sait plus et en fait, il rate sa vente et du coup, il rate son Webi et du coup, elle est dégoûtée et en fait, tu dis: «Merde, il f c'est la Webi enfin le webinaire ou le challenge, c'est vraiment une compétence finalement à acquérir», tu vois? Ça demande C'est clair. vraiment Ouais, des ouais, ça de l'énergie, de la compétence en vente, en live, c'est un show en fait. C'est un show et si tu rates ton show, bah, en fait, tu perds du coup en confiance derrière et la personne, elle va aller chez quelqu'un d'autre. c'est clair. Et comment tu le ressens toi, cette fameuse crise de confiance dont on parle tout le temps? Moi, j'en parle beaucoup. Est-ce que pour toi, c'est une réalité? Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es pas OK? Est-ce que tu vois qu'on dans les interactions avec les prospects, qu'il y a plus de méfiance, voire de défiance? C'est quoi ton point de vue? Ouais. Bah, pour être sur, 3 niches complètement différentes, je les vois à un certain degré. C'est sûr que c'était pas comme avant. Là, je fais l'ancien, mais c'est vrai que quand j'ai démarré, tu vois, post-covid, c'était, on va dire, assez facile parce que tu vendais vraiment de l'information et en fait, oui, c'était assez facile de vendre. Tu avais pas besoin de passer par 10 000 chemins. Aujourd'hui, tu as effectivement, beaucoup plus d'acteurs. Tu as des gens qui sont décriés. Tu as eu plein de magouilles et autres et aujourd'hui, tu le vois de toute façon, tu ouvres Instagram, tu as, 8 pubs sur 10 qui vont te vendre, un Webi ou en tout cas une promesse marketing ultra aguicheuse et tu sais que, tu sais que ça vient, comment dire? Donner beaucoup plus de méfiance à des personnes qui auraient pu tester cette approche-là et Mmh. qui n'ont pas eu forcément les résultats escomptés et du coup, toi, tu arrives avec un marketing qui est beaucoup moins, punchy, parce que justement, tu veux pas ressembler à ces personnes-là. Donc tu sais que ton délai, enfin ton nurturing sera plus long, tu sais que ton cycle d'achat sera plus long et donc oui, tu le vois au quotidien dans les discussions, tu le vois dans les retours que tu peux avoir avec les sales sur les appels, tu vois, en objection. Oui, je pense que c'est une réalité. Après, ça veut pas dire forcément que c'est la fin de l'infoprenariat et autres, c'est juste un ajustement à faire. Encore une fois, quand tu as une bonne offre, et que tu as un bon delivery aussi parce que, il y en a qui sont très forts pour vendre, mais après derrière ils délivrent rien. Bah, en fait, ça paye sur le moyen long terme, quoi. Il y a de plus en plus alors moi j'ai toujours dit et je vais le redire parce que vu que par biais de cohérence, je sais qu'il y a des petits malins qui s'amusent à chercher des incohérences dans les podcasts. Donc j'ai toujours dit, notre métier, c'est un métier, donc l'infoprenariat, où il y a pas forcément de corrélation entre notre qualité de delivery et notre niveau de chiffre d'affaires, donc notre niveau de succès. Je reviens de plus en plus sur ce truc-là. C'est de plus en plus compliqué maintenant d'être un escroc et de gagner sa vie. En tout Mmh. cas, ceux qui étaient des escrocs et qui gagnaient leur vie, et je ne citerai personne, mais tout le monde va comprendre de qui je parle, se sont mis à mieux délivrer. OK? Les recettes magiques, voilà, où il se passait rien, et voilà, ça existe de moins en moins. Donc aujourd'hui, il faut même avoir des il y a une offre en front, il y a une offre en back et cetera et on réfléchit beaucoup à la LTV. En tout cas, moi, les gens qui viennent dans le mastermind, très souvent, c'est pour améliorer leur LTV avec de l'upsell rapidement, du downsell si jamais vraiment c'est pas fit, lors de l'appel et du continuity pour, voilà, pour pas perdre le client. Donc voilà, de plus en plus, le delivery est clé. Ce qui a pas toujours été le cas vraiment. Avant, il y avait Mmh. vraiment des gens qui vendaient de la daube et qui faisaient des scores, chaque année, ils prenaient 30 de croissance, quoi. Ouais. Donc ça, c'est très, très juste. Après, je pense que le marketing reste le même, tu vois? En vrai, les promesses marketing, c'est les mêmes que je vois parce que c'est celles qui m'ont attiré en 2020 à devenir, rentier sur mon canapé. Donc Mmh. 6 ans après, c'est exactement les mêmes promesses, et je pense que ça existera toujours parce que c'est le discours qui attire, c'est le discours qui fait peut-être planter une graine. Oui, pour des gens comme nous, des boîtes qui sont, plus terre à terre et qui, ne veulent pas vendre du rêve, ça va demander plus d'efforts parce que du coup, on doit se batailler, on est forcément mis en concurrence avec ces personnes-là. Maintenant, je pense que ça fait partie aussi bah, du cycle, en fait, d'une entreprise, d'être en concurrence directe ou indirecte avec ces personnes-là. Ça nous permet, nous, d'être meilleurs, encore une fois, dans notre positionnement, dans notre marketing, de manière globale et et c'est marrant de se dire qu'après, en fait, quand tu leur demandes pourquoi tu es venu, bah, en fait, tu récupères à chaque fois tous les gens qui ont testé, toutes ces approches et qui derrière n'avaient zéro délivré, quoi. Exactement. C'est tu des tu alors je pense qu'il y a des formateurs qui sont des initiateurs.
et Mmh. d'autres formateurs qui sont débuteurs, qui vont vraiment amener la transformation, qui sont peut-être un peu moins sexy aussi, hein, on va pas se mentir, parce qu'un peu moins punchy, peut-être un peu moins d'abonnés, peut-être un lifestyle moins waouh, mais avec un vrai delivery et ouais, je crois vraiment à ça. Donc en fait, il faut presque bénir ceux qui éduquent le marché là et qui dépensent énormément d'argent. Ils en prennent aussi, hein, mais pour éduquer les prospects et on les récupère après si on fait partie de la deuxième catégorie, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, toi, du coup, dans ton mastermind, puisque tu as plusieurs niveaux, c'est quoi un petit peu le je sais pas, le marketing que tu vas utiliser pour que ces gens arrivent, justement dans ton mastermind et puissent y rester? Parce que du coup, c'est un Mmh. truc qui est, mensuel ou annuel, je sais pas, Ouais, il y c'est a ça. beaucoup du coup ta LTV du coup est assez élevée. Sur quoi tu capitalises toi pour justement, Ouais, moi ce que je vends, c'est du tribalisme. Ce que je vends, le fait d'être ensemble, d'avancer ensemble, de pouvoir avoir de la place pour démontrer son expertise aux autres, de pouvoir être dans un collège d'experts qui vont, apporter une réponse à n'importe quelle question. C'est-à-dire, c'est pas un mentorat où en fait, je vais être le seul à pouvoir répondre. C'est qu'en gros, le vendredi, quand il y a le Cervoco, tu te retrouves avec 30 personnes, c'est les 30 meilleurs du marché sur n'importe quel sujet. Ah, tu peux parler de mindset avec Mehmet Gül, tu peux parler de préparation mentale avec Pierre David, tu parles de marketing avec, Coleman, tu parles de sales avec, William, Julien, enfin des genre, c'est tu dis: «Bon, ouais, waouh, dans tous les cas, ces mecs-là, j'aurais dû les payer plusieurs milliers d'euros, mmh, individuellement pour avoir leurs réponses» et là, en fait, on est juste copains, on est tous dans la même tribu, tous dans le même gang, parce que du coup, tu vois, je joue aussi vachement là-dessus, côté gang et tout. Donc moi, ce que je vends, c'est du tribalisme. Donc voilà, je dissocie vraiment les moments où c'est le groupe qui apporte et les moments où moi j'apporte. S'il y en a qui viennent pour moi et il y en a qui viennent pour le groupe. Mais en gros, moi, ma valeur est là. Tu sais, quand les gens rentrent dans le mastermind, ils ont 6 mois d'engagement, donc au final, c'est très court et en moyenne, ils vont rester, 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Voilà, moi, mes clients les plus vieux sont encore dans le mastermind, donc ma LTV fait qu'augmenter. OK. Donc voilà, Mais parce que je vois pas de promesses, non. aguicheuses sur tes trucs, En même dans fait, ton je discours, ouais, non, non, moi, c'est, déjà la recommandation. La recommandation, 9 personnes sur 10 qui postulent via mon Insta, sont clairement pas éligibles pour le mastermind, vont plutôt être redirigés vers les programmes juste avant, programmes d'accompagnement et le mastermind, en gros, c'est très souvent, des gens bien qui recommandent des gens bien et je considère en fait, quand un prospect arrive par la recommandation, il a un score, tu vois, dans ma tête, hein, il a un score de pertinence qui est beaucoup plus haut que si ça rentre par du DM ou, suite à voilà, ou ce genre d'action-là. mmh, Mais, c'est très compliqué de marketer un mastermind. Moi, il y en a qui viennent pour la structure, parce que je suis un énorme bourrin de la structure. Il y en a d'autres qui viennent parce que justement, ils ont pressé leur citron avec l'organique et ils ont pas de renouvellement d'audience et donc du coup, ils ont l'impression que le business est en train de stagner, voire même de péricliter. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils ont des bugs genre, type problème de sales, donc voilà, donc c'est vraiment la phase, ils sont à 30 000 € par mois, ils veulent aller péter les 90-100 quoi. Donc c'est la phase, c'est un peu la vallée de la mort aussi ouais, et trop bien. quand on s'est rencontrés, tu le seul mec dans le tu te rappelles dans la journée chez Aline. Hem, Comment tu identifies les entrepreneurs, voilà, qui, tu sais, les gens qui viennent chez moi, c'est pas les mêmes que ceux qui vont chez Aline, hein. Moi, j'ai quand même beaucoup de mecs. Chez Aline, il y avait que des meufs plus toi, Mmh. et du coup, c'était un peu le running gag évidemment. Comment tu identifies ces différentes communautés? Si on faisait des grands, voilà, des grands préjugés comme ça. Alors moi, j'ai adoré intervenir chez Aline. Hem, C'était quoi, si on fait le point, c'était quoi un peu le constat? Heu, Elles venaient pourquoi les meufs là-bas? Bah, je dirais un petit peu comme toi, hein, pour la communauté aussi. Je pense qu'Aline, elle s'est très bien, rassemblée. Donc déjà, c'était effectivement un truc, hyper, féminin et tout ça. J'aime bien parfois me différencier en étant le seul homme, dans la salle, ça me fait rire. Mais ouais, c'est des personnes du coup qui avaient besoin d'être rassurées, beaucoup rassurées et Ouais, beaucoup de réflexion sur leur, stratégie actuelle. Il y avait beaucoup qui avaient envie de bouger, de changer, d'évoluer. Tu vois, c'est des choses qu'a fait Aline, tu vois, qui a complètement switché de business là, cette année. Trop hâte de voir aussi ses ouais. résultats. Mais ouais, c'est des personnes, voilà, qui sont du coup quand même à un niveau inférieur par rapport aux personnes que j'accompagne, qui ont pas encore forcément stabilisé, une offre ou en tout cas, un chiffre d'affaires récurrent et donc on est plus sur de la réassurance et je pense qu'il y avait une grosse dose aussi de mindset. Tu vois, c'est les Ouais, gens à chaque c'est ce que fois j'allais te dire. qui se rencontrent dans ce genre d'événement. Et puis, bah, on va dire le dimanche, c'était plus un petit peu, voilà, on pose à plat un petit peu les Mmh. trucs. On fait intervenir des experts et c'est sûr que je pense qu'elles ont dû,
apprendre beaucoup de choses de vous, que ça soit toi ou même les autres, parce que chacun avait justement des Ouais, attributs des ou des skills différents. compétences différentes et je trouvais que c'était vachement pertinent d'aller explorer ce et tout ça, tu vois? Maintenant, j'ai Ouais, pas de feedback sur, que sont devenues ces personnes-là. Ça, ouais. c'est aussi un peu mon défaut, je prends pas forcément de news. Peut-être qu'on a eu des bonnes surprises. Ouais, ça m'étonnerait pas. En tout cas, humainement, moi, j'ai adoré les gens que j'ai rencontrés là-bas. J'ai remarqué, en fait, qu'il y en avait, peut-être 80 qui avaient surtout besoin de se rassurer sur leurs propres capacités. Mmh. Capacité à pouvoir le faire, capacité à tenir le coup, et cetera. Donc il y avait vachement ce truc-là de on sent, en fait, qu'elles sont pré-switch, quoi. Juste avant, en fait, de péter et c'était, non, c'était cool. Heu, En termes d'éducation, j'ai trouvé qu'elles étaient toutes hyper, hyper éveillées sur ce qu'il fallait faire et c'était plus du coup de pied au cul, passage à l'action, fais-toi confiance, aime-toi, crois en toi et let's go. C'était un peu ça Ouais. mon à la fin de la journée, un peu ce que je disais à Aline en débrief et je trouve ça très cool. Moi, moi, mes clients, tu vois, chez moi, ils sont plutôt, comme je te disais, plutôt introvertis, essentiellement des mecs, hein, 80 de mecs, qui vont, pères de famille, qui vivent plutôt en région et qui bossent, qui connaissent absolument toutes les stratégies de tout et qui ont besoin juste de trouver des pairs parce que parfois, tu un peu quand tu ce profil-là, tu as un peu le sentiment d'être le vilain petit canard, tu vois? Tu ressembles pas aux autres parce que t'es pas extraverti, parce que pas la lambeau, pas le machin, pas le truc, et donc voilà, donc moi je peux pas leur vendre du bullshit déjà parce que Ouais. il y a un filtre à bullshit de dingue, donc voilà. Après tu vois, chez Romain, moi je suis client chez Romain Collignon. Chez Romain, c'est si je devais faire une grande caricature, c'est plus des entrepreneurs qui se pose la question de savoir c'est: «Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce qu'en fait je suis vraiment aligné avec ça?» Et donc du Mmh. coup, donc du coup, c'est encore autre chose, tu vois? Et c'est drôle comment en fait Ouais. tu attires des gens enfin tu attires des clones, quoi. C'est un truc de dingue. Toi, tu le ressens aussi chez tes clients? Ouais, clairement, oui, effectivement, oui, je te rejoins sur Square. C'est plutôt la partie écologie, structuration Alignement, ouais, ça. écologique, quoi, alignement et je pense qu'en plus, enfin, c'est des choses qu'on a pu voir, ces 2 dernières années où tu avais aussi plein de grosses équipes où en fait le CEO a changé, a aussi, on avait peut-être marre de sa position de CEO à gérer des personnes et sont revenus sur des modèles, très basiques, tu vois? Avec, très peu d'équipes, très peu de choses. Donc je sais pas si c'est un truc que toi tu as retrouvé, dans ton mastermind, mais en tout cas moi c'est des choses que j'ai pu observer chez certains, que je suivais en fait depuis longtemps. Mmh. Hem, je sais plus quelle était ta question de base. Ouais, c'est ce que toi tu remarques aussi des patterns communs chez tes clients? Ouais, il y a cette idée il y a quand même cette idée effectivement de comment je vais appeler ça? D'écologie, parce que la plupart, viennent, effectivement de chez Square, donc ils sont quand même Ah OK. baignés là-dedans. Hem, ou en tout cas ont eu un passage, tu vois, chez eux, donc ils ont quand même une première appétence. Souvent, c'est, tu vois, leur premier mastermind ou des choses comme ça, donc aussi je pense qu'il y a ce côté où je mets un certain budget, donc j'attends aussi quelque chose en retour et donc par rapport à ce qui va être dit, il faut que j'applique. Je sais pas, moi, c'est un Mmh. petit peu le ressenti parfois que j'ai de mes clients qui investissent du coup des grosses sommes dans des masterminds pour justement être entourés de personnes du même niveau et tout ça et je me dis que parfois, tu vois, ils veulent forcément aussi, appliquer ou dupliquer des modèles de d'autres personnes, de d'autres clients ou d'autres, Ouais. collègues, entrepreneurs à qui ça a fonctionné et en fait, tu te rends compte que, bah, pour cette niche-là ou par rapport à ta personnalité et cetera, ça va pas fonctionner. Donc faut juste être un petit peu attentiste par rapport à ça, où il faut vraiment, prendre des pincettes encore une fois et de se dire: «Est-ce que ça encore une fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup?» Sur quoi on va se baser pour prendre cette décision? Bah, les chiffres et attention parce que, oui, tu veux switcher de business ou tu veux switcher d'offre, attention aux conséquences derrière que ça peut avoir, quoi. Ouais, de ouf et ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Bah, moi, j'ai eu un petit peu le problème à un moment où en fait, je fais venir des conférenciers dans le mastermind et pour parler de nouvelles stratégies et je voyais ça comme de l'acculturation, tu vois? OK, je Mmh. découvre un truc, je vois comment ça peut exister ou pas dans mon business et cetera. Mais j'avais certains de mes clients qui prenaient ça comme, une incitation, tu vois? Genre objet brillant de ouf, incitation à le faire, rapidement, l'implémenter, le machin, le truc et il y en a qui se sont pété les dents parce que pas cohérents avec leur propre stratégie donc moi je m'en garde là-dessus aussi. C'est pas parce qu'on paye un mastermind d'ailleurs pour moi l'entrepreneur avancé, je le vois, hein, même dans mon groupe, hein. Ouais, l'entrepreneur avancé, même dans mon groupe, ça va être une personne qui est capable d'attendre, genre une conversation, un déclic, peut-être pendant 6 mois,
et ne pas être toujours là dans je cherche absolument à me raccrocher à tout ce qui passe, mais c'est juste être là, être présent, être en tâche de fond, tu vois, connecté. Et il y a Mmh. un truc qui me débloque, tu vois, Jeremy Coleman, c'était ça. Jeremy Coleman, il a fait un gros up sur son chiffre d'affaires. Sur le marketing, on n'a rien à lui apprendre, tu vois. Il a juste Mmh. fallu qu'il débloque, pas qu'il construise quelque chose, parce que ça, on n'a rien à lui apprendre, mais c'est qu'il débloque juste un truc, et ça le regarde, et s'il va en parler, il en parlera. Mais, et ce truc-là lui a permis de faire sauter une goupille mentale, et donc du coup d'aller à l'étape d'après. Mais l'étape d'après, chez lui, c'est 150, 200 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en plus, quoi. Mmh. Donc voilà. Et donc ça, c'est trop beau. Et pourquoi? Comment ça s'est passé? Bah, il a attendu peut-être un an. Et pendant un an, il y avait des conversations qui ne le concernaient pas. C'était lui qui apportait de la valeur. C'était lui qui donnait des conseils. C'est lui qui apportait des ressources. Et un jour, il y a eu le truc. Ce qui fait que ça lui a entraîné une prise de coaching derrière, un machin, un truc, et boum, ça fait choc à pic. Et je trouve que c'est ça l'entrepreneur avancé. C'est pas celui qui va avoir le faux mot, celui qui va juste être dans le bon contexte. Temporiser. Mmh. Ouais, exactement. Ouais, ouais, Et c'est ça, ça, c'est c'est. pas évident. Mais quand tu payes tous les mois le truc, je comprends aussi que tu as quand même une pression, tu vois. Tu te Ouais. dis, bon, il faut que je relativise, donc clairement. Mais c'est drôle parce que je trouve que maintenant, il y a un petit peu pas un mercato, mais c'est un petit peu comme au foot, tu vois. Il y a des équipes. Il y en a qui sont chez moi, il y en a qui sont chez Romain, il y en a qui sont chez Aline, il y en a qui, à l'époque, il y avait chez Alec aussi. Maintenant, on est plus trop en face les uns des autres, mais il y a un peu ces grandes communautés-là. Et moi, ça me fait rire de voir les gens quand ils passent de l'une à l'autre. Surtout qu'en plus, on est tous potes pour le coup, et Aline Ce et que j'allais Romain. dire, Ouais, voilà, on est comment tous vous, giga potes. parce que du coup, tu dis que tu es client chez Romain. Déjà, je trouve ça ouf que Romain Romain est ait même investisseur chez accepté. moi. Romain est investisseur chez moi. Et on va faire des interventions chez Aline et Romain et moi. Mmh. Donc non, tu vois, c'est genre. Et puis tu vois, C'est bien. Jérémy sur plein de trucs. Coleman, on est en face aussi. Sur moi, mes programmes les moins avancés. Ben lui, c'est aussi pareil. On a à peu près notre premier programme, il est à peu près en face, tu vois. Ils sont à peu près en face. Et ben, bah, il intervient dans mes programmes, j'interviens dans les siens, et c'est genre trop cool, tu vois. Bah, je trouve que tu vois, c'est bien d'avoir ce genre de, entre guillemets, «compétition» qui soit faire, parce qu'on ça reste quand même un petit milieu. Et tu te dis, bah, parfois, je vais aller investir chez un tel, je vais aller prendre j'y vais pour telle chose, j'ai payé pour telle chose, je l'ai obtenu, mais je vais vouloir aller chez l'autre pour obtenir telle autre, Mm. énergie ou telle autre compétence, tu vois? Donc je pense que l'un dans l'autre, en fait, il y a pas de meilleur mastermind, ça dépend vraiment de ce que tu vas chercher, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Comment tu le vois évoluer, toi, le marché de l'accompagnement dans les prochains mois? Là, si tu avais une boule de cristal, tu penses que ça ressemble à quoi, notre belle industrie dans quelques mois, dans quelques années? Bah, je pense qu'elle a déjà, bah, comme je t'ai dit, comme évolué depuis que je suis arrivé en 2020 où c'était vraiment de la formation pure et dure, où tu vendais que de l'information. Maintenant, on est plus sur un format, tu vois, hybride, hem, avec tout un tas de parfois d'incohérences, je dirais, parce que tu as certains qui vont aller faire du marketing en disant, «Faut faire absolument du high ticket», d'autres qui vont dire, totalement l'inverse, c'est de la vente de petits produits, tu vois, à 27 balles, voilà, tu vois? Tu as vraiment différentes approches. Après quand tu, comment dire? Quand tu écartes les 2 et quand c'est bien marketé, tu dis: «Ouais, c'est logique ce qu'il dit, ça tu sais, c'est cohérent. Ouais, je vais aller partir dans cette option-là» ou, à l'inverse, je vais aller plutôt de l'autre côté. Hem, Maintenant si je devais donner si je devais, je suis pas très bon en prédiction, tu vois? J'ai toujours été paris sportif et tout, j'ai toujours perdu alors que je misais sur la cote la plus basse. Je pense qu'effectivement l'humain, tu vois? Même, tu vois? Avec, bah, je pense que quand même avec l'arrivée de l'IA qui va nous permettre de faire des tas de choses, hyper performantes si on arrive à bien les utiliser. Je pense qu'on reste dans un format du coup accompagnement. Il y a quand même ce côté relationnel. On l'a vu cette année, il y a eu de plus en plus de séminaires ou de trucs physiques. Je Ouais. pense que les gens ont eu besoin de réapprendre finalement à se découvrir, en face à face, tu vois? Bien que, le Zoom et tout ça, moi c'est ce qui m'a fait grandir le plus possible. S'il y avait eu que des événements physiques, je sais que j'aurais été toujours, soit je serais pas venu, soit Ouais, j'aurais c'est été pas le gars, c'était ton énergie. exactement, donc c'est Mmh. c'est là où moi je vois la puissance, tu vois, du digital et tout ça, où je me suis dit: «Bah, en fait, il y a 4 ans, impossible de parler devant quelqu'un sans bégayer ou sans devenir tout rouge». Je connaissais rien au marketing. Grâce à ça, j'ai pu, du coup, acquérir toutes ces compétences. Mais je pense qu'il y a ce côté, voilà, physique qui fait qu'il y a un truc en plus qui se crée, des dé des déclics qui se font de plus en plus, rapides. Quand j'ai la possibilité, tu vois, d'aller chez les clients, je le fais parce que je sais qu'en 2 jours, on va faire des trucs que ça va nous prendre peut-être, 3 mois ou 6 mois à faire, parce qu'on a tout un tas de choses à faire à côté. Donc je pense qu'il y a l'accompagnement, de toute façon, ça existe et ça existera toujours.
Maintenant, ceux qui vont perdurer, c'est ceux qui vont, encore une fois, écouter le marché, écouter ce que les gens veulent et heu et créer justement des formats qui vont s'adapter, tu vois? Et Mmh. peut-être que dans 10 ans, on va refaire un retour en arrière parce qu'il y aura telle ou telle chose, qui va arriver. Hem, donc ouais, j'aime bien avoir des tu vois, des visions plutôt à courte ou moyen terme, parce qu'à se projeter à 10 ans, il c'est Ouais, c'est pas compliqué. qui a vu venir, l'IA, en fait, tu vois? Je me Ouais. dis, il y a quand j'ai démarré en 2020, je faisais du copywriting sans ChatGPT. Va dire ça à quelqu'un qui démarre l'année dernière ou il y a 2 ans, qui peut pas s'en passer, tu vois? C'est Donc un ça truc de évolue ouf. tellement vite. Tu sais, dans mon programme Plug and Play, là, le programme qui est juste, juste avant le mastermind en termes de niveau de développement, heu, comment dire? Je passe beaucoup de temps sur les basiques. Parce qu'en fait, vu qu'il y a l'IA, pour produire, autant être très Mmh, bon sur les basiques. En gros, c'est comme si on avait une sorte de Thermomix, pour faire la cuisine. Donc en gros, on va pas trop se louper en termes de manipulation de la nourriture. Tout l'enjeu, il est d'avoir des bons ingrédients, ce que je me dis, tu mmh, vois? Et c'est trop drôle parce que donc je fais mon cours, je fais mon coaching et la première question c'est: «OK, c'est quoi le prompt pour faire ça?» Je dis: «Mais juste bosse sur les basiques et t'inquiète, le prompt après, tu as même pas besoin d'avoir un super prompt, tu sais, tu as des supers ingrédients, en fait, ça va le faire». Et c'est un com maintenant, c'est devenu un réflexe. Dès qu'on apprend quelque chose, on veut ouais. le prompt en face. Donc c'est drôle et c'est génial, j'adore. Moi, j'utilise de l'IA, à longueur de journée comme tout le monde, hein, bien sûr. Mais c'est dingue, c'est une super occasion de revenir sur les basiques et donc se déconnecter de ChatGPT, c'est un peu comme, tu sais, quand tu vas chez tes potes et que tu mets pas le GPS, juste pour te rappeler. Ou alors que tu essaies de te Mmh, rappeler du numéro de ta meuf ou du pire, du numéro de ta mère, tu vois? C'est quand même important. Bah, tu sais, on sait plus rien faire. Bah, là, on est en train c'est de faire plus, pareil avec l'IA. ouais. Donc il faut rester sur ces basiques-là. Il faut maîtriser ces trucs-là et relire des bouquins aussi. Franchement, ça fait ouais, ça fait un peu peur et je me dis, heureusement que j'ai démarré à avoir cet esprit entre guillemets «de réflexion». Parce que quand je comptais mes heures, écrire un script de pub ou écrire un mail de zéro, mais j'y Ouais. passais tellement de temps. Alors effectivement, aujourd'hui, tu te dis: «C'est impensable, je peux le faire en 3 minutes avec ChatGPT ou Claude». Mais je me dis: «C'est heureusement, j'ai cet esprit de réflexion» parce que tu vois, quand je suis dans des boîtes où je dois «manager» entre guillemets des autres personnes qui utilisent du coup l'IA comme, outil quotidien, en fait, je me dis: OK, j'ai encore de Mmh. j'ai encore du temps parce que je me dis, en fait, ils ont pas encore cette maturité de réflexion. Tu vois, ils ont mis un prompt qui était, plus ou moins bien avec tous les éléments et cetera et ouais, ils savent utiliser l'IA. Sauf que derrière, t'as pas cet esprit critique de dire: est-ce que c'est la dernière version ou est-ce que c'est un truc vraiment que je peux aller, mettre en ads ou, mettre en page de vente, faire un email grâce à ça, tu vois?» Et c'est là Ouais. où je me dis: «Bah, en fait, oui, c'est un outil super fort, mais derrière, il faut quand même qu'il y ait l'humain qui ait cette capacité de réflexion» et si on n'avait pas, justement, comme tu dis, travaillé ces fondamentaux, bah, peut-être que j'aurais laissé tout passer et en fait, il y aurait eu des résultats qui sont médiocres, quoi. En tout cas, ou En alors gros, qui auraient peut-être, fonctionné à court terme, mais en fait, sur du moyen long terme, bah, tu foutu. moi, je le vois parmi les boîtes que j'accompagne, il y a des boîtes de media buying et en fait, elles se remettent à réembaucher des copywriters. Ouais, Heu, ouais, tu sais, elles les ont virés il y a quelques années, quand il y a l'IA qui est arrivée. Elles ont réembauché des copywriters justement parce que, ben, l'IA permettait de produire plus et maintenant le copywriter permet de sortir la de faire de la qualité, quoi. D'aller chercher ouais, des ouais. angles et cetera. Donc c'est trop drôle comment quand l'adoption, on est au bout de l'adoption, on repart de l'autre côté du spectre. C'est toujours ça, hein, de toute façon, c'est toujours, cyclique et ça va toujours d'un extrême à l'autre, tu vois? C'est toujours pareil dans chaque, c'est une bulle, quoi, grosso Mmh. modo, donc je pense que c'est important effectivement de on peut avoir de la méfiance. Je pense pas qu'il faille être réfractaire dans tout, mais il faut encore une fois avoir cet esprit critique et de se dire, «Comment je peux capitaliser?» tout en me disant, «Comment je peux rester, entre guillemets «supérieur» à cet outil», quoi? Mmh. Et du coup, heu, être le les me différencier et justement arriver à travailler dans des boîtes comme ça, qui permettent de faire grandir. Est-ce que tu as des entrepreneurs que tu recommandes de suivre pour, tout ce qui est sujet de marketing? Toi, tu aimes bien suivre qui? Est-ce qu'il y a des newsletters, des comptes, des chaînes YouTube, que tu me recommanderais, pour faire ma veille marketing entrepreneuriale? Tu m Je te prends au franchement, tu dépourvu, je me t'avais pas envoyé ça. non, tu m'avais pas envoyé ça et pour te répondre honnêtement, hem, peut-être à tort, mais ça fait presque 1 an et demi là, je commençais à m'y remettre, mais je m'étais complètement détaché de tout le marketing, justement parce qu'il y avait trop de cet, objet brillant, de vouloir se comparer aux autres, donc je faisais zéro veille. Tu vois? Je m'étais que dans ce que j'avais en tête et du coup, je suivais personne. Maintenant, aujourd'hui, si j'apparais sur, si je vois des vidéos apparaître,
Bah, en vrai, on t'a parlé de Jérémy tout à l'heure, je pense qu'il est très fort en marketing, autant, sur la partie organique, s'il continue à publier sur Facebook, moi ça me fait rire, mais je sais qu'il a quand même du public là-bas donc et il arrive à avoir cette récurrence à chaque fois. Donc je pense que Jérémy est très fort, là-dedans. Stan, c'est dommage qu'on le voit pas plus. Je Ouais, pense qu'il a eu son temps et il essaye de revenir avec différents angles et je pense qu'il a pas encore trouvé sa plume, mais il m'a tellement apporté à mon pareil, démarrage. pareil. Tu as Antoine qui a changé un petit peu de fusil d'épaule, tu vois? Qui Antoine faisait BM, beaucoup ouais, de carrément. ouais, de petits produits et là, il s'est mis à faire de l'étiquette justement. Comme quoi, tu vois, les il dit qu'on peut dire des certaines choses à certains moments et au final, Et revenir dessus, changer. ouais. Comme quoi il y a rien qui est figé. Après, ouais, pour te dire, faut que je m'y remette. Pour le coup, faut que je m'y remette. Après c'est vraiment les bas livres, un peu basés bateau sur les fondamentaux du marketing, tu vois? Benoît Dubos, qui est un copain, que j'aime beaucoup, de Scalesia, mais pareil, Ouais, son podcast avant était hyper, bah, je trouve, il était full valeur, mais il était pas du tout orienté vers les problématiques de ses clients. En fait, moi, je pourrais pas être un de ses clients, je suis pas du tout la cible, mais du coup, j'adorais son podcast parce que j'apprenais énormément de choses. Donc en fait, il formait un peu ses concurrents. OK. Et donc c'est pour ça qu'il a changé un petit peu de il a en tout cas, c'est très, très bien voilà, donc les jeunes branches, je suis passé dedans d'ailleurs. Et après Théo aussi. Théo hyper intéressant sur le management, les prises de conscience entrepreneuriale, je trouve qu'il est très fort et en plus, c'est un super mec, donc je recommande Mmh. aussi d'aller voir son contenu. Ouais, il est bon, franchement, moi je suis toujours surpris de ces «jeunes» entre guillemets Ouais. qui carburent, tu vois? Et qui performent et qui restent, tu vois, dans la durée. Ça franchement, c'est chapeau. J'ai déjà effectivement regardé ces différents contenus, notamment sur la partie ads, avec, c'était Kudak, c'est ça? Je crois qu'il Ouais, avait c'est une ça, branche qui exactement. s'appelait Kudak. Ouais, j'aimais bien regarder à une époque. Mais ouais, il faudrait que je refasse cette petite veille. Je pense que ça me ferait du bien aussi à me remettre en question. Parce qu'à rester aussi trop dans son coin, bah, je pense que parfois tu te fermes aussi, des portes. Ça peut te faire gagner des choses, mais voilà, ça évolue vite et il faut réussir et je pense que c'est pour ça que le format, aussi, séminaire, enfin en tout cas, Mmh. mastermind fonctionne, énormément. C'est qu'on a besoin d'être à la page, mais on n'a pas forcément ce temps à allouer et donc bah, ce fait de se connecter entre eux, ça fait en plus la partie relation. Je trouve que c'est top pour pouvoir, bah, se développer assez rapidement, quoi. Merci beaucoup Tom, c'était trop cool. Est-ce que tu peux j'ai les liens qu'on va mettre en description, mais tu nous recommandes, si on veut en savoir plus sur toi, d'aller te suivre à quel endroit? Je suis un homme de l'ombre, moi. Je suis un homme de l'ombre malgré tout, Ton contenu est bon, hein, ton le sur Insta, ouais, mais tu vois, j'ai une flemme. C'est là où je suis pas bon et j'applique pas les conseils que je donne à mes clients. c'est ça? Mais ouais, ça va être principalement sur Insta où, je partageais un petit peu de voilà, de lifestyle, de papa entrepreneur, avec toutes ces péripéties qui peuvent entraîner justement un jeune parent et puis des petites, punchlines parfois sur des pubs que je peux, voir et qui me font rire. Comme ça me permet justement de débriefer en DM ou des choses comme ça. Donc ouais, je vais dire Instagram. Instagram, trop bien. En tout cas, c'était un plaisir. On aura réussi à faire ce podcast avec, Merci à plein toi de en tout cas, hein. secrets, du CMO de l'ombre, des entrepreneurs qui cartonnent. Merci, c'était un plaisir. C'est un message aussi pour toutes ces personnes, tu vois? On parlait de timide enfin mince, pas extraverti mais introverti, pardon. Oui, Hem, c ça montre aussi, à mon égard, tu vois? À mon échelle que ça reste pas incompatible et qu'au final une personne qui peut être introvertie, timide, peut devenir aussi, freelance entrepreneur et peut aussi avoir, bah, son niveau de réussite en tout cas qui l'appartient. Donc je pense que les 2 sont vraiment pas compatibles et le digital, en tout cas, pour moi, ça a vraiment été, game changer parce que si j'avais pas découvert ça, je suis sûr que, bah, aujourd'hui, je serais pas là, devant toi, alors que, bah, toi ou d'autres personnes, avec qui j'ai pu travailler, bah, il y a encore 4 ans, je les «admirais» entre guillemets et aujourd'hui, je peux faire leur marketing donc c'est ouais, fou comme quoi, tout est possible, quoi. 100 Donc c'est d'accord. c'est un petit message d'espoir, quoi. Trop bien. Moi, je partage à 1000% et je fréquente que, des gens qui ont ce genre de constat-là, donc je le vois, en fait. Ça permet de faire des trucs de ouf, le digital. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci Tom, Merci merci à à tous toi. d'avoir écouté. C'est aller remercier Tom, allez, suivre son contenu, c'est très, très cool. Pensez également, bah, vous connaissez, hein, à liker, à vous abonner si vous êtes, sur YouTube, à partager, l'épisode et à faire des retours, en DM. Je réponds à tout le monde sur Insta. Je réponds pas de suite, mais je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Et bientôt le nouveau décor, le nouveau setup, donc si Tom, tu passes vers Bordeaux?
ben, on pourra se faire un podcast en live. Et si les amis, vous avez des recommandations également d'invités, je suis preneur parce que c'est ce qui me motive à avancer. À très bientôt. Ciao, ciao.